à cet instant, nous voulions regarder comment nos amis d'outre-Atlantique, nos cousins canadiens, avaient développé leurs affaires et comment ils se comportaient et comment ils avaient développé un certain nombre de produits nouveaux. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, on a regardé dans le cadre de différents observatoires, notamment le LAT 50, on regarde beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique. Et j'ai eu aussi toujours le plaisir de travailler avec Sophie Candiot, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, et que vous allez voir tout de suite en vidéo, qui est française, mais néanmoins installée depuis 21 ans au Canada. Et j'aurais demandé effectivement de nous expliquer quelle était la différence effectivement entre la France et le Canada. Alors, parmi les différences, il y en a une importante, c'est 212 000 CPA au Canada pour 37 millions d'habitants. Alors, évidemment, il y en a qui travaillent en entreprise. Mais même si on réduit, si on enlève effectivement ceux qui peuvent travailler en entreprise, on est entre 3 et 5 fois plus de CPA au Canada qu'en France. 3 à 5 fois plus. Et ils sont en pénurie, comme vous allez le voir, en pénurie de staff. Donc, ils espèrent effectivement qu'il va y avoir des évolutions, notamment technologiques, pour permettre d'en faire plus et de continuer à creuser. Donc, simplement au Québec, il y a 35 000 CPA pour 7 millions d'habitants. Donc, voilà, on est dans un contexte très particulier et le cabinet Richter, qui va être présenté, que vous allez voir tout de suite, c'est un cabinet de quasiment 600 personnes, avec principalement Québec, avec une antenne à Toronto. 600 cabinets, et ils ne sont pas dans les 6 premiers cabinets pour autant. Donc, ce qui veut dire qu'en France, ça représenterait un cabinet de plusieurs milliers de personnes. Donc, on est dans un cadre très différent où, effectivement, il y a une reconnaissance des métiers du chiffre bien plus importante. Et c'est ce qu'on va voir, effectivement, avec quelques avantages, effectivement, sur les aspects canadiens. On va lancer la vidéo. Qui est-ce qui lance la vidéo ? Je pense que c'est Nathalie, non ? Non ? Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de participer à votre grande journée de formation axée sur la transformation de notre métier commun d'auditeur et de pouvoir vous donner un aperçu de notre profession au Canada. Mon nom est Sophie Caudieu, je suis française et canadienne au Québec depuis 20 ans. Ma formation s'est tout d'abord faite en France, à Neoma Business School, qui s'appelait à l'époque ESC Reims, et ensuite au Canada où je suis CPA auditrice, c'est-à-dire l'équivalent d'expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Audrey Mercier, qui elle aussi est CPA auditrice, et également CFE, CFF et EEE, c'est-à-dire certifiée en matière de prévention de fraude et de litiges financiers. Audrey siège sur le Conseil des normes d'audit canadiennes, l'organisme responsable de la réglementation en matière d'audit et de services connexes au Canada. Audrey et moi travaillons toutes deux pour le cabinet Richter. Audrey est l'associée responsable du département de pratiques professionnelles du cabinet. Ce département est le gardien de la qualité de nos pratiques professionnelles chez Richter et de leur conformité vis-à-vis des instances locales et internationales. Avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait pertinent de faire quelques mots sur Richter pour vous situer. En fait, Richter est un cabinet indépendant d'expertise comptable qui a été créé à Montréal en 1926. Aujourd'hui, nous comptons 500 employés entre nos bureaux de Montréal et Toronto. Nous proposons des services comptables et d'audit, mais aussi des services de fiscalité et de consultation allant des services transactionnels aux services d'évaluation ou aux services de restructuration. En plus de tout ça, nous offrons en matière de fiscalité tous les aspects de la fiscalité canadienne, bien sûr, mais aussi les volets nécessaires en fiscalité américaine et internationale. Nos clients sont principalement des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs, dont les entreprises vont de la start-up à l'entreprise bien établie et mature. Nous travaillons auprès d'eux en équipe multidisciplinaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles d'indépendance qui existent au Canada? Oui, en fait, c'est un très bon point, Sophie, parce que notre réalité est très différente de la réalité française. En fait, ici, les règles d'indépendance et de conflit d'intérêts sont beaucoup plus souples. À partir du moment où on travaille pour des sociétés privées, il est possible de faire à la fois des services d'audit, des missions de certification, tout en étant le conseiller d'affaires de notre client. Donc, ça nous permet un petit peu plus de liberté dans les services qu'on peut donner à nos clients. Je pense que nous avons maintenant bien compris ce que couvrait le titre de CPA.
Tout à l'heure, quand nous nous sommes présentés, nous avons mentionné toutes les deux que nous étions CPA auditrices. Alors, quelle est la différence entre un CPA et un CPA auditeur? En fait, le CPA auditeur, c'est celui qui signe les états financiers. Donc, c'est lui qui participe à toutes les missions de certification. Ça correspond un petit peu à votre commissaire aux comptes en France. Le CPA tout court, lui, va souvent agir dans les entreprises, en milieu de fonction publique ou encore peut être fiscaliste ou offrir d'autres services connexes. Et si l'on focus plus spécifiquement sur l'audit et pour aborder plus spécifiquement des points en lien avec l'adoption de la loi Pacte, l'adoption récente en France, quelles sont les obligations pour les entreprises canadiennes de faire appel ou pas à un CPA et est-ce que la notion d'audit légal existe au Canada? Non, il n'y a pas d'audit statutaire au Canada. C'est quelque chose qui nous distingue un peu du domaine européen. Chez nous, en fait, le fait d'avoir ou pas un audit dépend du fait que la société soit cotée ou pas. Les sociétés cotées ont une obligation réglementaire d'avoir un audit. Pour ce qui est de nos sociétés privées, c'est en fait au choix de l'utilisateur des états financiers. Donc, ça va être à la demande du financier ou de la banque, ou encore d'un actionnaire ou d'un investisseur qu'on va faire un audit. Il n'y a aucune obligation. Pas de seuil à atteindre et non plus pas de statut juridique. C'est vraiment une fonction de la demande d'un utilisateur. Donc, ça change la donne pour nous. Oui, absolument, de façon très claire. Donc, 3 à 5 fois plus de professionnels du chiffre, alors qu'il n'y a pas de commissariat aux comptes obligatoire, sauf pour les sociétés cotées. Donc là, il y a un exemple et il y a certainement effectivement des sources très importantes de business à développer. Et du coup, on va visionner peut-être une deuxième vidéo qui, effectivement, va développer un petit peu le sujet. Et la voilà. Et peux-tu nous décrire les 3 types de rapports les plus courants sur les états financiers au Canada? Oui, tout à fait. En fait, on a 3 types, l'audit, la mission d'examen et la compilation. Commençons par l'audit. L'audit, en fait, c'est une mission où on va avoir une opinion qui va être donnée. Nos audits au Canada sont préparés en vertu des normes d'audit canadiennes. Nos normes d'audit canadiennes sont à presque 99% identiques à vos normes internationales. Donc, c'est un service là, qui ressemble beaucoup au service que vous auriez en France. On a quand même 40% à peu près de nos missions de certification qui vont être des audits. Ça va être souvent à la demande soit de la banque ou du financier ou d'un actionnaire minoritaire, d'un investisseur institutionnel ou d'un investisseur ange qui ont besoin de l'assurance qu'apporte l'audit. Notre deuxième mission de certification, c'est la mission d'examen. Ça, c'est une mission qui est quand même très canadienne. En fait, ça s'apparente aux missions d'examen qui existent à l'international, mais chez nous, on a une norme qui est spécifique au Canada. C'est très populaire parce que ça permet l'accompagnement du CPA d'une manière différente et on donne quand même un certain niveau d'assurance. Chez nous, on parle d'opinion négative. Donc, on vient dire, en fait, valider la plausibilité de l'information financière, puis on vient dire qu'on n'a rien identifié qui nous laisserait porter à croire que les états financiers sont erronés. D'accord. Ça représente là, le reste de nos missions de certification, donc environ 60%. Notre troisième mission, qui est la mission de compilation, ce n'est pas une mission de certification. C'est ce qu'on appelle aussi l'avis au lecteur, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un avis au lecteur. Donc, dans une mission de compilation, comme le nom l'indique, on fait la compilation des données financières et on prépare un état financier. Et en fait, ça donne un état financier avec le fameux avis au lecteur dans le milieu où on vient expliquer un petit peu ce qu'on a fait et dire qu'on n'a pas eu d'opinion. C'est une mission qui nous permet vraiment d'apporter un accompagnement à la société en l'aidant dans sa comptabilité. Elle peut être adjointe de tenue de livre ou adjointe de la préparation des écritures d'ajustement ou encore être faite par elle-même avec une déclaration fiscale. Donc, c'est une mission qui est très flexible et qui nous permet d'avoir une intervention continue auprès de notre client. C'est assez populaire pour les petites sociétés au Canada qui n'ont pas nécessairement besoin d'assurance, donc pas d'audit ou de mission d'examen, mais qui ont tout de même besoin d'avoir un papier officiel. Et de l'aide à monter leurs états financiers, à préparer leurs états financiers. Tout à fait. Ça nous permet de démontrer notre expertise comptable sans pour autant donner d'opinion. Donc, pour que l'on comprenne bien, la mission d'examen et l'audit sont des activités de certification avec l'émission d'une opinion, tandis que l'avis au lecteur ou la mission de compilation n'aboutit pas à l'émission d'une opinion. Tout à fait. Un autre point à retenir
pas d'audit légal au Canada, c'est un point important pour les sociétés privées bien sûr. Et puis ce qui est également à retenir, c'est que finalement nous n'avons qu'une seule profession, la profession de CPA, qui couvre à la fois le volet audit et le volet expertise comptable. Exactement. Au-delà des types de rapports sur les états financiers dont tu viens de parler, donc audit, mission d'examen, avis au lecteur, le CPA peut intervenir dans de très nombreux types de rapports spéciaux ou des attestations. Peux-tu nous présenter les principales catégories de ces rapports et aussi nous donner des exemples concrets? Tout à fait. Effectivement, Sophie, on a vraiment tout un monde d'attestations et de rapports qui ont été créés, en partie parce qu'on n'a pas d'audit statutaire, donc c'est une façon pour nous de communiquer une certaine assurance sur de l'information. Ça va d'un audit d'état financier isolé ou de postes spécifiques qui pourrait, par exemple, avoir lieu dans le contexte d'une acquisition d'entreprise, où on pourrait avoir un bilan de clôture ou un bilan d'ouverture ou le calcul d'un fonds de roulement. Par la suite, on va faire aussi beaucoup de missions de conformité par rapport à des ententes. Donc, on pourrait valider le calcul de ratios financiers. On pourrait aussi, dans le contexte d'un bail, vérifier les frais d'exploitation qui vont être rechargés aux preneurs. On fait aussi toutes sortes de rapports dérivés d'informations financières, comme valider des quotas ou différents autres types de calculs de subventions. On utilise aussi beaucoup les procédures convenues. Ça, c'est la liste détaillée de procédures qu'on va s'entendre avec le client ou avec l'utilisateur de l'information pour développer, là, qui est quand même beaucoup utilisée ici. Puis, on offre aussi des attestations qui sont sur de l'information non financière. Par exemple, on fait beaucoup de rapports au niveau des contrôles internes et aussi des contrôles informatiques. Là. De plus en plus au Canada, les risques informatiques, c'est vraiment quelque chose qui inquiète les gens. Donc, il y a plein de rapports qui existent maintenant pour adresser les problèmes de cybersécurité et d'autres enjeux informatiques. On a aussi développé avec le temps toutes sortes d'attestations aussi de nature environnementale. Par exemple, on a une certification pour l'audit des bilans des gaz à effet de serre. Puis ce type d'audit-là, on la ferait évidemment en partenariat avec un scientifique ou un spécialiste, dépendamment du domaine qu'on fait. Donc, il peut y avoir des rapports conjoints entre différents experts. Finalement. Tout à fait. Où on travaille un CPA avec un non-CPA qui est spécialiste dans son domaine. Et sur quelles normes tous ces rapports se basent-elles essentiellement? C'est une bonne question parce que c'est assez diversifié. Où il y avait des rapports à l'international, on a utilisé la norme internationale. Par exemple, dans le cas des procédures convenues, on utilise le Service Connex 4400 préparé par l'IASB. Par contre, il y a des endroits où on n'utilise pas des rapports internationaux. On s'est beaucoup fié, par exemple, au niveau des contrôle interne puis la cybersécurité sur les rapports américains qui répondaient mieux à nos besoins. Donc, on s'est aussi inspiré de ça pour ces normes-là. Puis finalement, il y a un certain nombre de rapports qui sont vraiment des rapports canadiens qu'on a inventés pour nos besoins et qui sont émis en vertu des normes canadiennes. D'accord, très intéressant. Donc finalement, quels que soient les rapports émis par le CPA, on peut voir qu'il est toujours le gardien de la qualité de l'information, qu'elle soit financière, qu'elle ne soit pas financière, pour apporter le niveau de confiance requis aux utilisateurs de ces informations. Effectivement. Donc, un marché assez important sur les attestations, qui peut faire couramment 15 à 20 % du chiffre d'affaires d'un cabinet, certains même jusqu'à 40%, et je peux comprendre, notamment parce que, par exemple, le gouvernement canadien impose que les ratios de performance de chaque hôpital soient attestés par un CPA, par exemple. Donc, d'où attestation, et ce qui représente une part importante du chiffre d'affaires. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une ouverture et un développement pour des attestations financières et non financières assez importants. Alors, effectivement, ces exemples sont intéressants puisque il y a une culture de l'attestation qui a été développée au Canada qui n'existe probablement pas dans notre pays. C'est-à-dire que déjà le nombre de professionnels, la différence du nombre de professionnels en atteste, c'est que effectivement les besoins ne sont pas les mêmes en France et dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas que le Canada qui est dans ce cas-là. Je crois que sur tout le continent nord-américain, on a une culture financière et comptable que nous n'avons pas dans ce pays. Donc cet exemple du Canada est rassurant dans le sens où finalement des cabinets de taille petite ou moyenne se sont développés sur des segments de métiers sur le non-coté et donc ont pu développer des produits
faire preuve de créativité, d'imagination, avec ou sans normes d'ailleurs, ou en tous les cas en allant faire du picking, notamment sur tout ce qui est extra-financier, etc. Ouais. Pour autant, cet exemple canadien, qui est remarquable et qui est intéressant, n'est pas forcément notre monde de demain, peut-être d'après-demain ou d'après-après-demain, mais sans doute pas dans l'immédiat, puisque nous sortons, je ne vais pas me répéter, mais nous sortons d'un mariage forcé et nous allons vers ce que Waïd a appelé l'union libre. J'emprunte la citation à son auteur. Je ne crois pas que nous soyons encore dans l'état d'aller faire ce que font nos amis canadiens de manière aussi libre, sans régulation, sans règles, sans d'ailleurs... je ne suis pas sûr que la définition de l'indépendance au Canada soit la même qu'en France. Je ne sais pas... voilà, Sophie opine du chef. Donc la définition n'est pas la même. Je suppose que la définition de l'intérêt général n'est pas la même non plus. Pour avoir un petit peu travaillé la question pendant les débats parlementaires, l'intérêt général sur le continent nord-américain est la somme d'intérêts particuliers. Dans notre beau pays, l'intérêt général est quelque chose qui est supérieur à cette somme d'intérêts particuliers. Donc une espèce d'intérêt qui répond à un collectif imaginaire. Donc je pense que le chemin vers un marché totalement dérégulé, je ne parle pas des sociétés cotées, je parle des sociétés non cotées, telles que présentées là au Canada, est encore long pour ce qui nous concerne, me semble-t-il. Si c'est la question que tu me posais, je ne sais pas quelle était la question, mais... Non, mais c'est ça. En tout cas, tu parlais des normes, mais au Canada, effectivement, il y a toutes les normes internationales qui sont appliquées, et là où il n'y en a pas, eh bien, le Canada s'est pourvu de normes, effectivement, notamment pour toutes les attestations, pour tout ce qui est non financier et autres. Donc tout ça, c'est... L'intérêt, c'est quand même de remarquer qu'au Canada, on fait preuve de créativité dans toutes les attestations, conformités qu'on peut vendre et mettre en avant. Et donc, ça peut être intéressant d'aller observer ça et faire marcher notre imagination à l'aune de ce qu'on voit, ce qu'on observe au Canada. On pense par exemple à tous les frais refacturés par un bailleur à ses locataires. Tout ça, ça va être attesté par un CPA qui va dire oui, c'est bien le montant des frais qui concernent cet immeuble et qui concernent votre location. Une attestation. Donc, il y en a beaucoup. Et effectivement, l'aspect informatique aussi vient tout à fait, vous l'avez vu, très vite sur le devant de la scène. Les Canadiens ont toujours été en avance. Quand j'ai commencé en audit informatique il y a quelques années, c'était déjà les Canadiens qui étaient en avance et c'est des bouquins sur lesquels on travaillait. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'attestations aussi sur les aspects de sécurité informatique et autres qui représentent une partie de business importante. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on va voir avec la vidéo suivante. Alors, avant de passer à la suivante, je pense que pour un peu rebondir sur ce qu'on dit l'un et l'autre, moi j'ai apporté un éclairage un peu différent, enfin en tout cas qui est mon analyse en fait un petit peu du sujet. Je pense qu'en fait justement aujourd'hui, en fait, à Post-Loi Pacte, nous sommes vraiment dans un environnement qui nous rapproche extrêmement justement du scénario de nos confrères canadiens. Je pense que justement on est arrivé aujourd'hui à quelque chose de complètement comparable. Ce qui cache en fait l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui, qui fait qu'on a l'impression de ne pas être comparable, c'est parce qu'en fait on est encore dans le prisme en fait que l'audit règle tous les problèmes. Évidemment, on n'a pas besoin de faire d'attestation, de revue limitée, de procédures convenues. En tout cas, il y en a beaucoup qui disparaissent. Alors, quand vous venez avec une mission d'audit en disant j'ai certifié les comptes, ça règle le problème de beaucoup de parties prenantes. Le banquier, l'investisseur, etc. Donc plus personne, effectivement, les besoins complémentaires sont beaucoup plus marginaux. Mais demain, quand il n'y aura plus d'audit, effectivement, les besoins vont être beaucoup plus différents. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir émerger beaucoup plus d'attestations, parce que le besoin est ciblé. Évidemment, le coût n'est pas le même, puisqu'en fait, on va faire un examen sur quelque chose de ciblé, on va attester de chiffres ciblés, et donc forcément, effectivement, là, le coût n'est pas le même, mais le besoin est ciblé, et donc ce marché d'attestation va effectivement
émerger beaucoup plus fortement dans un contexte où il n'y a plus d'audit obligatoire. De la même manière, effectivement, la revue limitée, comme l'a évoqué notre consoeur canadienne, la revue limitée, effectivement, va être aussi quelque chose qui va prendre forme, parce qu'évidemment, il y a une opinion qui est délivrée pour un coût qui est moindre que celui qu'un audit. Donc, dans une entreprise qui n'a pas d'obligation d'avoir effectivement un audit annuel, le commissaire aux comptes, le professionnel en général, peut avoir intérêt, effectivement, à proposer un examen limité. Et je termine, parce que je trouve qu'il y a eu un développement que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi là-dessus. Quelque chose qui va inévitablement se développer aussi, ce sont les procédures convenues. Parce que les procédures convenues, les constats de procédures convenues, là aussi, c'est un peu comme l'attestation, c'est de la frappe chirurgicale, on fait de l'examen ciblé, on répond à une demande précise, on fait un constat, donc on ne porte pas d'opinion, on constate de façon objective et indépendante. Toute la force du commissaire aux comptes, elle est là-dessus. Il constate de façon objective et indépendante, et on ne porte pas d'opinion, mais par contre, ça permet de conforter un tiers sur effectivement des données chiffrées ou non chiffrées d'ailleurs. De plus en plus, il y aura de l'information chiffrée et de l'information non chiffrée, au sens financier du terme. Et ça, je pense que c'est quelque chose, ça va être un peu notre évolution professionnelle, ça va être justement d'élargir le spectre du type de mission qu'on peut réaliser tout en restant dans notre cœur de métier. Et je pense que justement, l'exemple est typique, c'est que nos confrères canadiens se sont adaptés sur un marché qui est beaucoup plus effectivement contractuel que légal, et qu'ils ont porté haut et fort ce qui fait leur technicité pour offrir au marché ce qu'il attend. Alors évidemment, ils ont cet avantage, c'est de pouvoir offrir une palette plus importante de services que ne pouvait le faire nous initialement. Néanmoins, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On pouvait faire déjà beaucoup de choses avec les DDL. Je parle pour les anciens, maintenant ça commence à faire un peu vieux les DDL, mais on avait déjà la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on peut toujours le faire, évidemment de façon encore plus élargie, mais évidemment c'est parce que l'audit légal va prendre du recul dans les PE, dans les petites entités, que justement toutes ces missions complémentaires vont prendre de l'importance, parce que justement elles vont répondre à un besoin du marché sur des opérations ciblées. Et je termine sur un autre point qui a été évoqué, parce qu'il est passé quasiment filigrane au milieu de l'exposé, c'est la mission de compilation. La mission de compilation, c'est la mission de présentation en France, en théorie. Mais au fait, il ne faut quand même pas perdre de vue que dans le référentiel actuel, et j'accepte la contradiction, mais je suis prêt à la prendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une mission de compilation, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre des données comptables qui n'ont pas été établies par le professionnel et de les compiler dans des états financiers ou de les compiler dans une IAS fiscale, le commissaire aux comptes peut le faire aujourd'hui. Dans le référentiel, dans notre nouveau référentiel, c'est possible. Parce qu'on ne peut pas prendre d'opinion, on ne peut pas arrêter les comptes au sens strict du terme, mais le fait de mettre, excusez-moi cette expression un peu triviale, dans les cases des données chiffrées, c'est ça la mission de compilation à la base, en fait, c'est typiquement un travail que le commissaire aux comptes peut faire aujourd'hui dans le nouveau référentiel qui est le nôtre. Alors ça devrait être sans doute précisé par le code de déontologie, mais je n'y vois strictement aucun obstacle à titre personnel. Et je veux que en fait, tout le monde prenne conscience du fait que le paradigme de la profession a complètement changé, parce que justement, derrière l'audit légal, il y a des tas d'autres missions connexes qui vont venir prendre de l'importance dans ce nouveau cadre. Avec une appellation assez jolie de ces rapports qui s'appelle « Avis au lecteur ». Moi, j'ai trouvé ça très joli. Pour ce qui n'est pas de l'audit. Simplement, pour réagir à ce que vient de dire Frédéric, je crois qu'on ne peut pas passer du noir au blanc brutalement. Donc il faut une phase de transition et une progression pour que tout ça se mette en place. Il faut être raisonnable. Le marché va nous précéder. Le marché va nous précéder parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des professionnels qui ont des clients et il faut bien qu'ils les gardent. Donc, oui. Bon, enfin, on verra. Troisième vidéo. Alors, La dernière, c'est les nouvelles missions. L'évolution. Alors pour conclure et pour boucler la boucle, parce qu'il est aujourd'hui principalement question de changement, de transformation, j'aimerais vraiment, Audrey, que tu nous dises quelques mots sur ta vision de l'évolution de notre profession dans les mois, dans les années à venir, que ce soit en termes d'outils ou que ce soit en termes du rôle du CPA. En termes d'outils, on a quand même des belles choses qui s'en viennent. On travaille beaucoup sur l'automatisation des processus, que ce soit des processus comptables, tout comme les processus d'audit. On travaille beaucoup aussi avec l'intelligence artificielle dans le but d'essayer de développer différentes validations et autres types de services qu'on pourrait dériver de ça. Donc, c'est certainement des outils qui nous intéressent. On est aussi très à l'affût des nouvelles technologies
informatiques comptables comme le blockchain ou les crypto-monnaies qui vont vraiment amener un changement dans notre procession au quotidien. Au Canada, là, en raison de la pénurie de main-d'œuvre en comptabilité, c'est certain qu'on compte beaucoup sur ces éléments technologiques pour venir nous aider à faire plus avec moins. Donc, espérons que ça fonctionnera. C'est sûr qu'il reste un certain stress, hein, parce qu'on se demande si les états financiers tels qu'on les connaît aujourd'hui vont encore exister. Par contre, personnellement, je pense que le CPA va toujours avoir un rôle à jouer dans la protection des données, dans établir la confiance et la gouvernance des informations financières et aussi aider dans leur utilisation avec la prise de décision. Autant que possible, même si ce ne sera peut-être pas des états financiers, le CPA va rester responsable de fournir l'assurance nécessaire pour l'intégrité des modèles qui seront utilisés pour développer cette information financière-là, et aussi de traiter et de gérer les biais qui sont liés à la conception de ces modèles-là. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir un rôle pour le CPA pour donner le niveau de confiance, d'assurance et de confort qui est nécessaire à ce type de mission. On va vraiment chercher de la valeur ajoutée par ce processus-là. Donc, je pense que dans les prochaines années, il va falloir utiliser notre capacité d'adaptation, notre curiosité, notre créativité pour réinventer un petit peu notre rôle et utiliser notre jugement professionnel de manière différente dans ce contexte-là. Bon, ben c'est très intéressant, très positif aussi. Donc, on peut dire que la profession, finalement, n'a pas fini d'évoluer et que, surtout, en s'adaptant, ben, elle a de très belles années devant elle. Tout à fait. Alors, merci, Audrey. Bien, merci. Puis avant de quitter, je pense que souhaitons bonne chance à nos collègues français dans leurs propres efforts de transformation. Donc, au plaisir. Merci. Merci Audrey, merci Sophie, qui nous fait l'honneur d'être présente. Non, je voulais dire merci au cabinet Richter et plus particulièrement à Sophie qui est aujourd'hui présente et à Audrey qui a fait ce benchmark par rapport à nous. Et je pense que c'est effectivement intéressant. C'est plein d'espoir en plus. Hein. Donc voilà.